Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé en partenariat avec la Croix, Radio Notre-Dame, le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Bonjour. Alors Marion Maréchal Le Pen, vous êtes l'une des rares femmes à revendiquer, à assumer votre foi catholique. Vous participez régulièrement au pèlerinage de Chartres organisé par la Fraternité Saint-Pierre et Notre-Dame de Chrétienté. Vous avez participé aussi à la Manif pour tous et que vous avez soutenu. Et vous incarnez, j'allais dire avec courage et talent, cette jeunesse catholique franchement à droite, assez traditionnaliste plutôt. Et on est content de vous avoir sur ce plateau de KTO pour évoquer l'actualité et bien évidemment ce rapport entre la religion et votre religion et vos choix politiques. Alors vous serez interrogé par 3 journalistes, Céline Rouden de la Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par l'actualité, bien évidemment, parce que nous venons de quand même connaître en France une semaine et 15 jours un peu bouleversés par ce qu'on a appelé l'affaire Fillon. Et on va sortir de l'affaire proprement dite pour parler de la moralisation de la vie politique, pour savoir ce qu'on peut faire pour changer justement cette vie politique. Et j'ai aussi envie de vous demander, est-ce que c'est le rôle de la presse de faire ce type d'enquête, ce type d'investigation et de le révéler à quelques semaines d'une élection présidentielle? En tout cas, ce qui est certain, pour faire un raisonnement plus global que l'affaire Fillon à proprement parler, il y a quand même une certaine tendance qui s'est accentuée ces dernières années, qui pousse une certaine presse à condamner parfois précipitamment. Le drame, c'est que la presse condamne mais ne réhabilite pas, si tant est qu'après la justice, derrière, confirme l'innocence de la personne incriminée. Et ça pose une vraie difficulté, parce que ça peut porter atteinte à la dignité d'une personne, et ça participe, si vous voulez, de la délégitimation du politique. En ce qui concerne l'affaire Fillon, c'est vrai que l'affaire est d'autant plus préjudiciable qu'elle nous empêche de rentrer dans le fond de la campagne. C'est vrai que nous sommes à quelques semaines seulement de la campagne présidentielle, et nous n'arrivons pas à aller sur les sujets de fond parce que nous sommes à un mort politique toutes les semaines, d'une certaine manière, et de ce fait-là, on n'arrive pas à aller au fond des débats, à parler des grands sujets de société. La question de l'affaire Fillon, c'est pas tant, selon moi en tout cas, le fait qu'il ait pu travailler avec des membres de sa famille. Bon, finalement, c'est une pratique assez classique, y compris dans le privé. C'est même pas tant la question du salaire stricto sensu, c'est la question de la véracité de l'emploi fourni. Emploi fictif ou pas. Voilà, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un doute légitime. C'est vrai que François Fillon est resté assez évasif sur le contenu, et à partir de là, ça crée une difficulté, une décrédibilisation de sa candidature, d'autant plus que c'est vrai, il avait particulièrement joué sur l'aspect probité, sérieux. Il avait même utilisé le fait d'être chrétien comme un argument politique sur le sujet de la sécurité sociale et de son démantèlement initial prévu dans son programme. Et donc c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu le retour de bâton de cette prise de position. Et sur le rôle de la presse, ça vous a gêné que la presse fasse ce type d'investigation et le révèle? Alors, moi, parce que vous êtes aussi concerné assez souvent pour le Front National. On en parlera. C'est vrai que nous sommes des habitués du genre, souvent d'ailleurs avec beaucoup d'approximations, des parallèles, on y reviendra je pense, assez justifiés. Moi je me pose la question de savoir à qui profite le crime d'une certaine manière. Ce que je constate, c'est que nous n'avons pas eu le même zèle médiatique en ce qui concerne ce qui aurait pu aussi devenir des affaires, après tout, concernant Emmanuel Macron, qu'on aurait pu creuser, puisqu'il y a eu certains articles sous la sous-évaluation de son patrimoine, sur les frais de bouche absolument délirants qui ont été les siens sur les deniers publics lorsqu'il était au ministère de l'économie, sur le fait qu'il soit soutenu par M. Drahi, qui est quand même un grand patron de presse, qui possède beaucoup de journaux, et à qui il a vendu et en tout cas permis la vente des SFR lorsqu'il est arrivé au ministère de l'économie, ce qui pose quand même des vraies questions de conflit d'intérêts. Il y a eu quand même un certain nombre de questions sur la façon dont s'est déroulée l'affaire Alstom, la vente d'Alstom. Il y a même eu des livres qui parlaient de scandale d'État. Je trouve qu'on va dire que les personnes visées semblent en tout cas
permettent d'échapper à la gauche, d'avoir cet acharnement médiatique et ces jugements médiatiques. Voilà, j'en tire certaines conclusions, à mon avis, quant aux personnes qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire et qui en tire profit. Soyez plus clair. Non, mais moi, je pense clairement qu'aujourd'hui, la gauche dans son ensemble a une liste, voilà, des personnes à éliminer politiquement. François Fillon, à mon avis, était le premier sur la liste. Vraisemblablement, le Front National sera l'objet d'ici quelques semaines d'un acharnement tout aussi violent, afin de permettre ce qui paraissait encore invraisemblable il y a quelques semaines, la possibilité d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour de la présidentielle, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron ou qu'il s'agisse, même ça paraît moins probable pour l'instant, de M. Hamon. Alain Baron, Radio Notre-Dame, une question. Oui, pour rester sur l'affaire Fillon, il a donc décidé de se maintenir. On voit que sa candidature est un peu affaiblie par cette affaire. Dans un sens, ça vous arrange aussi, le Front National, puisque c'était un adversaire quand même coriace pour vous. Non, mais il est évident qu'aujourd'hui, de toute façon, la droite était dans un choc cornélien. C'était soit on garde un candidat délégitimé qui est François Fillon, soit on aura un candidat pareil, peu légitime, parce que pas issu des primaires et issu d'un consensus mou. Moi, ce qui m'ennuie principalement, c'est pas à la limite la teneur du candidat, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le programme de François Fillon et sur le bilan qui a été le sien en tant que Premier ministre, objectivement, qui serait extrêmement porteur, notamment, pourquoi pas d'ailleurs, sur la question de la souveraineté, puisqu'il était présenté comme un souverainiste conservateur identitaire. Sur ces trois sujets, il y aurait beaucoup de choses à dire et surtout à critiquer. Et donc, c'est pas tant ça, c'est surtout, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous empêche de rentrer dans le fond des débats, et ça, c'est extrêmement ennuyeux. Romain Masneau, de RCF. Qu'est-ce qui, dans le programme du Front National, pourrait permettre de rétablir la confiance des Français dans leurs dirigeants politiques ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse aller tellement plus loin en matière de transparence. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites. Par exemple, les enveloppes dont disposent les parlementaires, est-ce qu'on peut contrôler ça mieux ? Oui, on peut contrôler ça mieux, absolument. Moi, je ne suis pas du tout opposée à ce qu'en effet, les frais de députés soient contrôlés de façon efficace par une déontologie interne à l'Assemblée. Ça me paraît important. Moi, je suis également pour la suppression de la réserve parlementaire, qui est une réserve de 120 000 € à peu près par député, qui peut être distribuée selon ce qu'ils souhaitent aux associations, aux collectivités de leur circonscription, d'ailleurs, ou même au-delà. Je pense que ça fait partie ce qui peut entraîner des suspicions de clientélisme assez malsaines et qui, à mon avis, pourraient être mis en cause, par exemple. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la tyrannie de la transparence, je crois. C'est important que les élus se préservent des conflits d'intérêts, qu'on puisse également en préserver les Français, ça me paraît très important, mais il ne faudrait pas que la question de la transparence prenne le pas sur ce qui doit être quand même l'objet de l'attention des Français, à savoir la compétence des élus, leurs projets et leur bilan. Or, c'est vrai qu'on a l'impression maintenant qu'on ne peut juger les élus qu'à l'aune de avec qui ils travaillent, qui ils peuvent payer, dans quelle proportion. Je veux dire, c'est un sujet, mais attention à ce que ça ne devienne pas le sujet principal en occultant tout le reste quand même. Question de Céline Rouden de La Croix. Céline. Le FN est concerné par plusieurs procédures judiciaires. C'est à ça que vous faites allusion quand vous dites qu'il pourrait y avoir un acharnement sur vous dans quelques semaines ? Oui, mais à la limite, la différence avec François Fillon, et lui, je pense qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'on est presque habitué et on est victime d'ailleurs de l'adage calomnier, il en restera toujours quelque chose. On a eu beaucoup de procédures, la plupart, d'ailleurs l'immense majorité n'ont débouché strictement sur rien. On a, pour aller au cœur du sujet, puisque c'est quand même ça le sujet, aujourd'hui, une procédure menée par l'OLAF, qui est un organisme du Parlement européen contre nous, qui est d'ailleurs sans parallèle possible avec l'affaire de François Fillon, parce qu'il n'y a pas de soupçon d'enrichissement personnel. Il n'y a pas de soupçon d'ailleurs d'emploi fictif, les gens ont vraiment travaillé. Il y a un débat avec le Parlement européen. Ils ont travaillé, mais pas pour le Parlement européen. Voilà, il y a un débat. Il y a un débat au Parlement européen sur le travail, le contenu du travail qui est fait pour le député en question. Et je dois dire que la procédure est d'autant moins comparable qu'elle est menée, donc je vous le disais, par l'OLAF, organisme qui n'est pas un organisme indépendant du Parlement européen. Et donc nous sommes aujourd'hui les victimes d'une procédure orchestrée par nos adversaires politiques. C'est quand même extraordinaire, sans capacité de recours, sans procédure contradictoire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Marine Le Pen a porté plainte devant la justice française, afin que nous puissions bénéficier précisément d'une procédure contradictoire, équitable, et qui ne soit pas menée par nos adversaires politiques, parce que nous ne pouvons pas nous défendre dans ces circonstances. Une question d'Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Pour s'éloigner un peu des affaires, vous le disiez tout à l'heure, l'affaire Fillon nous interdit de rentrer dans le fond de la campagne. Quel rôle vous allez jouer dans cette campagne ? Parce qu'on sait très bien que vous avez votre propre partition au sein du FN. Vous avez votre petite musique que vous assumez avec talent, comme disait Dominique tout à l'heure.
Quel rôle vous souhaitez jouer? Alors moi, j'ai déjà joué un rôle très précis puisque j'étais en charge du groupe de travail sur la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Qui a d'ailleurs été en grande partie prise en compte. Voilà, moi j'ai proposé plusieurs options, elles ont été retenues ou pas retenues, mais on va dire beaucoup de choses l'ont été. Et ensuite, je suis membre du conseil stratégique, donc je suis amenée à me déplacer un peu partout en France pour des meetings dans les fédérations. Et je suis porte-parole de fait. Voilà, il n'y a pas eu de porte-parole nommée, mais je suis porte-parole de fait du fait du mandat qui est le mien. Et je suis, voilà, comme vous dites, l'un des instruments du grand orchestre au Front National dont Marine Le Pen est la chef d'orchestre. Une question de Romain Masneau, RCF. Vous vous êtes affiché récemment avec Philippe de Villiers, vous avez des relations avec des personnalités de la droite qui ne sont pas forcément au Front National. Est-ce qu'il faudra recomposer après la présidentielle cet espace politique, y compris en faisant appel, pourquoi pas, à des élus des Républicains ? Alors, en ce qui concerne précisément ces personnalités, je tiens à rappeler d'ailleurs que Marine Le Pen a dit que son gouvernement serait un gouvernement d'ouverture, pas un gouvernement frontiste. Un gouvernement d'union nationale, ça vous oui, va. si tant est qu'il ne soit pas ouvert comme l'avait fait Nicolas Sarkozy aux pires figures de la gauche. Voilà. Et donc je pense que dans cet esprit, nous pourrions parfaitement imaginer un gouvernement, en effet, où pourrait se trouver un Philippe de Villiers, un Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi pas certaines personnalités de la droite dont le projet est compatible dans les grandes lignes avec la vision que nous portons de la France et de sa souveraineté. Et voilà, je pense même que ce serait souhaitable parce que nous en aurions besoin pour constituer une majorité demain à l'Assemblée. Moi, j'étais même de celles qui avaient plaidé, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais pour éventuellement faire des listes blanches. C'est-à-dire identifier chez les candidats de la droite notamment des gens comme Henri Guénaud, par exemple, sur ce profil-là, qui sont objectivement partagent une grande partie de nos combats. Et si jamais il s'avère, et je ne le souhaite pas, mais que le candidat Front National arrive derrière ces candidats, que nous puissions éventuellement, pourquoi pas, nous retirer pour éviter de faire gagner la gauche et avoir ces élus avec qui travailler comme alliés à l'Assemblée demain. Une question de Céline Rouden, de La Croix. Céline. Alors, Marine Le Pen, elle est clairement contre cette stratégie d'union des droites. Et par ailleurs, le programme qui a été dévoilé le week-end dernier à Lyon, on a le sentiment que son contenu, finalement, est-ce qu'elle n'empêche pas de cette main tendue vers une partie de la droite que vous souhaitez ? Je ne crois pas du tout, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, les passerelles avec lesquelles que nous pouvons construire avec l'électorat orphelin de la droite, c'est en fait l'électorat du RPR des années 80, pour faire simple, 90, que la droite a totalement trahi, la fausse droite, qui était un électorat conservateur, plutôt souverainiste, souvenons-nous-en quand même, mais libéral. Et plutôt libéral à droite. Mais quand vous regardez le programme aujourd'hui du Front National, sur la question du souverainisme, on va y revenir, je pense que tout est satisfait. Sur la question des valeurs conservatrices, je veux dire, clairement, il est rappelé, nous sommes les seuls à le faire, que nous abrogerons la loi Taubira au profit d'un Pacs amélioré, que nous lutterons contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes, aux couples homosexuels femmes, que nous garderons le critère donc, de fait de la stérilité et que nous refuserons et nous lutterons contre l'ouverture de la gestation pour autrui, des mères porteuses, de la même manière que nous sommes également opposés, et nous avons été d'ailleurs très seuls sur ce sujet, contre la loi euthanasie. Et sur, enfin, les questions libérales, de la même manière, les questions économiques, parce que le libéralisme, tout le monde ne met pas les mêmes significations derrière, donc on va éviter d'entrer dans la définition même. Mais objectivement, le programme du Front National fait énormément de gestes envers les TPE-PME. Nous avons fait un choix clair, que ce soit sur la question de la fiscalité, avec la baisse de l'IS, avec la baisse d'un certain nombre de charges qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, avec... l'exonération de toute charge sur la première embauche d'un jeune de 21 ans, avec la simplification administrative, avec la généralisation du chèque emploi-service à l'ensemble des TPE-PME qui le souhaitent. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui sont très loin des caricatures que j'ai pu entendre sur nous en matière économique. Avant de donner la parole à Alain Baron, sur la loi Claes-Leonetti, soyons clairs, vous allez l'abroger sur la loi sur la fin de vie? En tout cas, oui, nous allons en tout cas la réformer en profondeur et revenir en grande partie sur la deuxième version, nous allons clairement l'abroger, pour revenir à l'esprit initial de la loi, qui était la première version, qui devrait être améliorée, afin d'ailleurs que l'alimentation et le fait de donner à boire ne soient pas considérés comme un soin, mais comme un besoin élémentaire.
Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous avez cité un certain nombre de réformes, de pistes de réformes. Si votre championne, l'emporte et si vous avez la majorité à l'Assemblée, c'est quoi le premier dossier à traiter selon vous ? Alors, il y en a beaucoup, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la première chose que va faire Marine Le Pen, c'est déjà entamer un certain nombre de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir un statut dérogatoire qui nous permettrait de récupérer, déjà, de sortir de l'espace Schengen, donc de retrouver la maîtrise de nos frontières nationales, la primauté des lois nationales sur les lois européennes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le retour de notre souveraineté monétaire, et un certain nombre d'autres négociations importantes, comme par exemple la suppression de la directive détachement des travailleurs. Si nous n'arrivons pas à obtenir ce statut dérogatoire, nous proposerons aux Français un référendum sur le modèle de ce qui a été proposé au Royaume-Uni, permettant aux Français de se prononcer sur le maintien ou sur la sortie de la France de l'Union européenne, parce que si nous ne commençons pas par cela, nous ne pourrons pas mettre en œuvre le projet qui est le nôtre. Voilà, nous n'en aurons pas le droit. Une question de Romain Masneau de RCF. Si on sort de l'Union européenne, donc on sortira de l'euro, il n'y aura plus l'euro, mais une monnaie commune. Vous êtes pour une monnaie commune, comment ça marcherait ? En fait, oui, il y aurait la possibilité d'avoir à la fois une monnaie nationale et une monnaie commune, un peu sur le modèle de ce qui s'était fait à une certaine époque avec l'écu, qui aujourd'hui a disparu et permettrait de faciliter certains échanges en matière économique. La question de l'euro, c'est une question compliquée parce qu'elle est l'objet de beaucoup de tabous aujourd'hui en France, disons-le franchement. Elle suscite beaucoup de peur et de caricatures, à défaut de rentrer dans le fond du sujet. Or, c'est un sujet essentiel parce qu'il n'y aura pas de restauration de notre compétitivité uniquement par le biais de la baisse du coût du travail ou la baisse d'un certain nombre de charges. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en concurrence, disons-le franchement, avec non seulement des pays européens qui n'ont pas du tout structurellement les mêmes économies que les autres, mais aussi des pays extra-européens qui n'ont pas du tout ni les mêmes normes sociales, environnementales, sanitaires et évidemment le même coût du travail. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une parité euro-dollar qui est relativement bénéfique pour nous, mais si jamais l'euro remonte, il est évident que c'est un coût supplémentaire porté à nos exportations. D'où la nécessité de remettre ce débat sur la table, d'autant plus que, je le rappelle, la zone euro est la zone économique du monde où la croissance est la plus faible, et un certain nombre de pays européens qui ne sont pas dans la zone euro se portent extrêmement bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de cette monnaie qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas, en prenant cette décision, et en tout cas en laissant les Français prendre cette décision. Merci Marion Maréchal Le Pen. Nous reviendrons bien évidemment sur ce programme de Marine Le Pen dans une deuxième partie. Nous marquons une courte pause dans ce Face aux chrétiens avec Marion Maréchal Le Pen. À tout de suite. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité, Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, conseillère régionale PACA et l'une des porte-paroles de la campagne de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Alors, elle sera, comme pour la première partie, interrogée par Céline Rouden de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons, avec vous, aller un peu plus loin dans le programme de Marine Le Pen pour cette élection présidentielle. Vous avez abordé rapidement tout à l'heure l'abrogation de la loi Taubira. On sait pourtant que Marine Le Pen n'était pas tout à fait partisane à revenir sur la loi pour le mariage pour les personnes homosexuelles. Alors, qu'est-ce que ça va être exactement ? Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Au contraire, Marine Le Pen a été la seule femme politique depuis le départ, dès qu'on lui a posé la question, et sans en changer, à dire « j'abrogerai la loi Taubira au profit d'un Pax Amélioré ». On ne l'a pas beaucoup vu sur les manifestations pour le mariage j'allais y pour venir. tous. Le seul débat qu'il y a eu en interne, c'était sur le fait de participer ou non à la manifestation, ce qui n'a pas de lien direct avec la volonté de vouloir abroger ou pas la loi, à une époque où, je vous le rappelle quand même, où la présidente était Brigitte Bardot et refusait de donner la parole au Front National sur l'estrade. Et c'est vrai que lorsqu'on s'était posé la question, est-ce qu'il apparaissait judicieux que Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, défile alors même qu'on lui refuse le temps de parole que l'on accorde aux conseillers régionaux socialistes, par exemple. C'est vrai qu'elle a fait le choix de ne pas y aller. Moi, j'ai fait le choix d'y aller. Mais ça n'a pas joué sur le fond, puisque je rappelle que le bureau politique, à l'unanimité,
à l'unanimité, avait voté cette abrogation. Alors ça va être quoi? Est-ce que vous allez le remplacer par quoi, cette loi-là? Simplement, c'est donc, comme je vous le disais, abroger cette loi. Donc il n'y aura plus la possibilité du mariage homosexuel et encore moins de l'adoption des couples homosexuels par des couples homosexuels. Nous allons simplement aligner le PACS sur un certain nombre aujourd'hui d'avantages que permettent le mariage, notamment en matière de transmission ou d'héritage, parce qu'il n'y a pas une équité totale, on va dire, sur ce genre de choses-là. Voilà, tout simplement. Et que deviendront les personnes qui se seront mariées pendant ce temps-là? Alors, il n'y a pas d'effet rétroactif de la loi, donc nous ne démarierons pas les personnes mariées. D'accord. Une question de Céline Rouden, de La Croix. Oui, je voulais revenir sur l'orientation économique du programme du Front National. On sait qu'il y a eu un débat interne au sein du parti sur cette orientation. Finalement, et même si, vous le disiez, il y a énormément de mesures en faveur des TPE et des PME, l'orientation a une tonalité sociale assez forte. Elle reprend un peu la ligne qui avait été adoptée en 2012. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez complètement dans cette orientation économique? Je pensais notamment à l'abrogation de la loi El Khomri, au maintien des 35 heures, à la retraite à 60 ans. Alors, déjà, d'une part, moi, je trouve ça important que le Front National ait une tonalité sociale. C'est une chose fondamentale. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. La loi El Khomri était de toute façon une très mauvaise loi, qui ne répondait pas plus d'ailleurs que les lois Macron, aux difficultés quotidiennes de nos entreprises, que ce soit, par exemple, les questions des effets de seuil, de la représentation syndicale, des difficultés de trésorerie, de l'accès au crédit, le coût du travail, tous ces sujets que nous abordons d'ailleurs dans le programme. Donc à ce titre-là, ça ne me paraît pas choquant. Il est maintenu le principe des 35 heures pour ne pas perturber du jour au lendemain le fonctionnement de la vie économique française. En revanche, il est permis et sera même encouragé une renégociation par branche pour les secteurs qui en ont besoin, parce que tous les secteurs n'en ont pas besoin, pour permettre, pourquoi pas, un passage à 39 heures payé 39, si besoin est. Le tout est de ne pas faire disparaître la majoration des heures supplémentaires, parce que nous avons déjà beaucoup de Français qui sont dans des difficultés économiques, et si nous faisions disparaître la majoration des heures supplémentaires, ça pourra encore aggraver les difficultés du pouvoir d'achat. Romain Masneau, RCF. Marine Le Pen propose aussi une taxe sur l'embauche des salariés étrangers. Est-ce que vous ne risquez pas, là aussi, de vous couper un peu des patrons de PME, alors qu'on avait cru comprendre que vous vouliez les attirer oui, alors, à vous? En fait, ça rentre dans l'esprit de la priorité nationale. Qui est, plus la préférence, c'est la priorité ou la préférence, qu'importe. Dans tous les cas, c'est faire en sorte que les personnes de nationalité française, j'insiste là-dessus, c'est pas une question d'origine, c'est une question de nationalité, puissent avoir un certain nombre d'avantages dans le pays qui est le leur. Alors ça va être sur les aides sociales, ça veut dire que les Français seront prioritaires sur les aides sociales non contributives, c'est-à-dire que par exemple demain, avec nous, des personnes de nationalité étrangère ne pourront plus toucher par exemple des allocations familiales. Ça touche au logement. Le fait que lorsque vous avez plusieurs dossiers en concurrence pour l'obtention d'un logement social, les familles de nationalité française soient prioritaires dans l'obtention de ce logement social. Et ça va toucher également la question de l'emploi, avec, je vous disais tout à l'heure, la suppression de la directive des travailleurs détachés, qui, elle, pour le coup, crée carrément une préférence étrangère. C'est une incitation à l'emploi étranger, puisque quand vous, avec cette directive, vous embauchez des personnes étrangères de l'Union européenne et vous payez les charges sociales du pays d'origine, en particulier dans les pays de l'Est qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'est un vrai scandale. Et la deuxième chose, c'est en effet mettre en place une taxe additionnelle à l'embauche pour les entreprises qui emploient un travailleur étranger, qui serait équivalent en moyenne à 10% du salaire brut. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate, dans l'immense majorité des cas, objectivement, que l'immigration est plutôt utilisée pour tirer les salaires à la baisse. Clairement, et que c'est une façon, notamment pour plutôt les grosses entreprises en réalité, de bénéficier d'une main-d'œuvre à bas coût qui accepte des conditions salariales et de travail peut-être indignes d'ailleurs sur certains aspects. Et donc l'idée, c'est à compétence égale, de fait, à favoriser, inciter à l'emploi français. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et ça existe d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans le projet également de Theresa May au Royaume-Uni.
Est-ce que ça risque pas d'être contraire à la Convention européenne des droits de l'homme? Du coup, est-ce qu'il faut que... Il est évident que nous allons, dans notre programme, heurter un certain nombre de conventions supranationales. Nous en avons conscience. Mais en l'occurrence, cette convention, à mon avis, devra être de toute façon dénoncée parce qu'elle pose énormément de difficultés. Nous sommes face à une forme aujourd'hui de gouvernement des juges à l'américaine, avec d'un côté la Cour de justice de l'Union européenne, avec la Cour européenne des droits de l'homme, et avec un certain nombre d'ailleurs de juges, on y reviendra, en national, qui se permettent un quasi-pouvoir législatif en surinterprétant des textes très loin d'ailleurs de leur esprit initial le plus souvent, et en mettant à mal la capacité des élus nationaux de voter des lois alors que c'est eux qui détiennent la légitimité démocratique. Et donc, à mon avis, il faudra dénoncer cette convention, ou en tout cas exiger d'elle qu'elle cesse d'être intrusive comme elle le fait aujourd'hui, comme le réclame d'ailleurs le Royaume-Uni, qui a clairement dit à certains égards qu'elle n'appliquerait pas un certain nombre de décisions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, rabaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans, est-ce que c'est vraiment cohérent avec... Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est la possibilité de partir à 60 ans lorsque vous avez 40 annuités pleines. Alors, donc ça veut dire que si vous avez fait vos 40 annuités pleines à 60 ans, vous avez la possibilité de partir avec votre retraite à taux plein à 60 ans. Disons-le clairement, dans l'immense majorité des cas, ce ne sera pas possible, puisque très peu de personnes aujourd'hui à 60 ans ont leurs 40 annuités pleines, du fait des études, du fait également des passages au chômage qui peuvent arriver. Donc de ce fait-là, en moyenne, nous aurons plutôt des départs à la retraite entre 63 et 65 ans. Je crois que le sujet aujourd'hui des retraites, c'est le sujet des régimes spéciaux, sur lequel il va falloir nous pencher, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça ne va pas être tenable sur le long terme, qu'il y a un certain nombre d'avantages qui ont pu justifier à une certaine époque, qui aujourd'hui ne se justifient plus, et qu'il va falloir remettre en cause, que ce soit sur l'âge de départ à la retraite, ou que ce soit sur le calcul des primes de pension de retraite, notamment la grande différence entre le public et le privé, comme vous le savez, puisque le calcul des pensions de retraite dans le privé sont calculés sur les 6 derniers mois, alors que dans le privé, c'est sur les 10 dernières années, et dans le privé, c'est sur les 6 derniers mois. Là, clairement, il va y avoir une harmonisation à faire, parce qu'en effet, nous ne pourrons pas tenir notre système des retraites avec ces avantages. Avec un seul régime, alors? Pardon ? Non, pas nécessairement un seul régime, mais en tout cas une harmonisation. Voilà, parce qu'on peut considérer que certaines situations au cas par cas puissent justifier des dérogations, mais clairement une harmonisation et la suppression de privilèges indus qui ne sont pas tenables économiquement. Une question de Romain Masneau de RCF. Je voulais revenir sur les questions de société. Est-ce que si le FN arrive au pouvoir, il faudra revenir sur la loi récemment votée du délit d'entrave contre les sites anti-avortement ça me paraît être absolument impératif. Absolument impératif, puisque au-delà de la question même de l'avortement, c'est aussi une question de liberté d'expression, c'est-à-dire d'interdire aujourd'hui à un certain nombre de personnes d'émettre des avis différents sur les conséquences, notamment physiques ou psychiques, que peuvent engendrer un avortement sur une femme. Et en fait, ceux qui ne rentrent pas dans la communication du gouvernement, qui, eux, pour le coup, ont pris le parti clairement, avec notamment la déclaration d'un médecin sur le site gouvernemental, expliquant qu'il n'y a aucune espèce d'incidence, que c'est un acte parfaitement banal. Donc non seulement il va falloir évidemment supprimer cette loi, et je le souhaite en parallèle, faire une véritable politique de santé publique, avec un objectif de baisse du nombre d'avortements par an. Il faut limiter le remboursement des avortements. À titre personnel, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse justifier qu'il y ait un remboursement intégral et illimité de l'avortement en France. Les choses ont clairement évolué. Nous avons aujourd'hui des moyens de contraception importants et variés qui sont quand même très accessibles. Il y a une éducation d'ailleurs en ce sens large qui est faite. Donc il est temps aujourd'hui d'arrêter de prendre les femmes pour des enfants, de les responsabiliser. Mais il y a aussi, à mon avis, toute une politique en parallèle d'accompagnement des femmes qui souhaitent garder ces enfants et qui ne le font pas pour des raisons économiques. Je le rappelais parce que le chiffre est cruel lors de mon intervention à l'Assemblée. 47% des femmes qui avortent le font pour des raisons économiques. Je veux dire, c'est quand même extrêmement malheureux de faire ce constat. Il y a, à mon avis, une vraie politique de soutien à mener de ce point de vue-là, mais il y a aussi toute une politique de soutien à des associations qui font ce travail d'accompagnement moral, psychologique, et qui sont aujourd'hui complètement en dehors des radars du gouvernement, parce qu'on considère que le seul fait, en fait, de vouloir
permettre le choix de garder l'enfant à la femme est une façon de la dissuader, et c'est donc une façon de vouloir remettre en cause l'avortement, ce qui est aujourd'hui un extrémisme terrifiant. Vous pensez que ces associations mériteraient d'être soutenues financièrement par le pouvoir politique? Oui, je pense qu'il y a des choix qui sont faits. Alors aujourd'hui, on fait le choix de soutenir massivement le planning familial, qui est je le dis, je ne vais pas changer d'avis là-dessus, qui est une association militante, revendiquée comme telle d'ailleurs, alors que nous avons des PMI qui font le même travail, qui ne sont pas dans cette démarche militante. Je rappelle, pour vous montrer, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, le planning familial des Bouches-du-Rhône permettait la réception de reçus fiscaux pour les dons permettant de financer les avortements à l'étranger. Voilà, pour vous dire qu'on est vraiment dans une démarche militante qui va parfois jusqu'à l'incitation de violation de la loi française. On pourrait quand même, sachant que cette association est largement subventionnée à toutes les échelles, on pourrait redistribuer une partie de cet argent à tout un certain nombre d'associations qui font un vrai travail de solidarité sur le terrain et qui permettraient à ces femmes finalement d'avoir un véritable choix. Lesquelles? Quel type d'associations? Je ne vais pas vous donner des noms, parce que on va faire des jaloux, et puis je ne voudrais pas qu'elles soient ennuyées, mais enfin, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'associations sur le terrain qui ont un rôle d'écoute, d'accompagnement auprès de ces femmes qui se posent des questions et qui sont parfois un peu angoissées parce que dans des situations assez précaires financièrement. Sur cette question, ou alors Céline Rouden de la Croix. Céline. Vous n'avez pas obtenu satisfaction, puisqu'au contraire, Marine Le Pen a retiré de son programme la remise en cause des IVG dits de confort. Donc là, il y a une vraie divergence entre vous. Est-ce que vous regrettez elle a fait le choix, en effet, de ne pas aborder la question de l'avortement dans le projet présidentiel. C'est un choix qu'on peut comprendre, puisque l'avortement aujourd'hui est un tabou, mais absolument phénoménal dans la société française. Je ne crois pas qu'il y ait de tabou plus violent politiquement aujourd'hui. Le seul fait d'en parler conduit à jeter l'opprobre sur la personne qui simplement veut un débat. Ça suscite toutes les hystéries collectives. Donc c'est vrai que c'est un sujet extrêmement clivant et qui pousse à beaucoup de caricatures, parce que le seul fait d'en parler, derrière, veut dire qu'on veut revenir aux aiguillettes tricotées, qu'on veut interdire l'accès aux contraceptifs. Enfin, c'est absolument incroyable. Et donc c'est vrai que elle préférait que ce débat se fasse dans un cadre démocratique, à travers notamment une mesure fondamentale de notre projet, qui est le référendum d'initiative populaire. Nous sommes les seuls également à le proposer, qui permettra demain à 500 000 citoyens de se constituer ensemble pour permettre l'organisation d'un référendum sur un sujet donné. Je pense clairement que ce sera, à mon avis, une solution beaucoup plus saine, plutôt que de s'enfermer dans le cadre des présidentielles sur ce sujet qui va être l'objet de caricatures et qui va nous empêcher en parallèle de développer beaucoup d'autres choses. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a quelques années encore, la laïcité à la française était une laïcité apaisée. Maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous voulez faire une nouvelle loi sur la laïcité ? Alors Marine Le Pen, en effet, dans son programme, défend l'extension dans le domaine public de l'interdiction des signes ostensibles religieux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une offensive culturelle et religieuse d'un islam politique, disons-le franchement, qui utilise d'ailleurs le voile comme presque un signe assez offensif d'ailleurs de colonisation de l'espace public. C'est si vrai d'ailleurs, et moi je le vois dans le Vaucluse, qu'il y a encore quelques dizaines d'années, il y avait déjà une forte présence d'étrangers musulmans ou de Français de confession musulmane, sans qu'il y ait cette offensive, on va dire, culturelle par les signes ostensibles religieux. Aujourd'hui, c'est phénoménal. Il y a une multiplication incroyable ces dernières années, avec parfois de très jeunes filles qui sont, dès l'âge de 12-13 ans, voilées dans la rue, pas forcément, à mon avis, d'ailleurs, de façon volontaire. Et donc, pour briser cette offensive, il y a la volonté d'élargir au maximum ce principe de laïcité. Je tiens à préciser quand même qu'en rien, ça n'est un laïcisme. C'est-à-dire que vouloir mettre en difficulté l'islam politique dans le pays ne signifie pas qu'en parallèle, nous ne défendrons pas, et je vais y revenir, la dimension culturelle de nos racines chrétiennes. Par exemple, Florian Philippot avait dit les grandes croix, les kippas dans l'espace public, il faut aussi les interdire. Là, oui, je ne sais pas si vous croisez beaucoup de grandes croix. Moi, personnellement, je pense que la religion catholique est une religion qui a assimilé la laïcité depuis très longtemps et qu'en réalité, elle n'est pas concernée directement par les signes ostensibles religieux. C'est vraiment une loi sur l'islam, en fait. Donc c'est l'islam politique qui est principalement visé. L'effort qui sera demandé à nos compatriotes juifs est en réalité à vocation à lutter en particulier précisément sur l'islam politique, parce que ce n'est pas le communautarisme bouddhiste qui nous menace en France, je pense n'avoir échappé à personne. Voilà. Et donc ça n'empêchera pas, et c'est d'ailleurs le parallèle qui est fait dans la réforme constitutionnelle,
où nous avons fait le choix de faire apparaître dans le préambule de la Constitution la défense et la mise en valeur de notre patrimoine historique et culturel, qui comprend bien évidemment cette dimension, cette essence chrétienne, et qui permettra de mettre fin aux oppositions insupportables, par exemple, des crèches dans les mairies ou des sapins de Noël dans les cantines, de la part d'extrémistes religieux ou de la part des extrémistes de gauche. Voilà. Donc il y a vraiment une distinction à faire entre cet outil qu'est la laïcité pour lutter contre l'offensive de l'islam politique et notre volonté de défendre bien évidemment la dimension chrétienne, culturelle de la France. Merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Marion Maréchal Le Pen, et nous nous retrouvons dans un très court instant pour débattre avec les 3 journalistes qui sont là. À tout de suite. Troisième partie de ce Face aux chrétiens, notre rendez-vous hebdomadaire avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et RCF. Et notre invité aujourd'hui est Marion Maréchal Le Pen. Elle est interrogée par Céline Rouden de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons parler de la relation très personnelle que Marion Maréchal Le Pen a souvent mis en avant, de sa foi personnelle et de ses choix politiques. Alors, c'est vrai que c'est un peu une nouveauté dans cette début d'élection, début de campagne électorale. On a vu François Fillon annoncer clairement qu'il était chrétien. Vous l'avez toujours affiché. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus en quoi votre foi chrétienne influence vos choix politiques? Et je voudrais aussi vous poser une question. Est-ce que vous ne prenez pas un risque pour votre Église, qui est notre Église, qui n'en demande pas tant, de la mettre dans une situation délicate? C'était pas mon objectif, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que, à chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai répondu, parce que j'ai pas raison d'avoir honte de le dire. Je pense qu'on peut faire de la politique et être croyant sans s'en cacher. En revanche, ce qui est plus gênant, c'est quand on l'utilise à des fins d'argumentation politique. Donc je suis chrétien, je suis gentil, donc n'ayez pas peur de moi. À mon avis, c'est une mauvaise façon d'aborder la chose. Moi, je ne ferai pas le reproche à François Fillon en tant que tel, lorsqu'on lui pose la question, de dire qu'il est chrétien. C'est plutôt on va dire, le fait de l'utiliser comme argument politique. Ce qui est certain, c'est que je fais évidemment la distinction entre ce rapport personnel et la façon dont je fais de la politique, puisque mon rôle à moi, ça n'est pas d'évangéliser, ça c'est le rôle de l'Église, donc je m'en tiens à une dimension purement politique, et je suis évidemment attachée à la laïcité par ailleurs, et j'évite que les ressorts spirituels soient les seules, on va dire, motivations de mes choix politiques, même si je dois dire que quand même très souvent, sur les grands sujets de société, pour moi la religion catholique étant une religion de raison, en réalité, quand on pousse un peu le lien entre ce que peut dire l'Église sur un certain nombre de sujets et sur les faits, on se rend compte que très souvent il y a une convergence, en fait, en tout cas de mon point de vue. Donc je ne me suis jamais retrouvée dans un conflit, on va dire, moral, entre d'un côté en tout cas on aura l'occasion d'en reparler, mais de mon point de vue, d'un conflit moral entre les préceptes, on va dire, spirituels, et de l'autre, mes choix politiques. Tout de même, sur l'accueil de l'immigré, on voit bien qu'il y a 2 discours différents entre celui de la conférence des évêques de France et le vôtre. Et là, sur ce point-là, tout de même, je me suis penchée un peu sur le sujet, parce que forcément, ça interpelle, hein, quand on a un certain nombre d'évêques, pas tous, fort heureusement, qui tiennent, à mon avis, des discours qui sont en partie infondés. Je m'explique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à ramener l'immigration uniquement à une question de morale individuelle. Je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a 2 choses. Il y a la charité individuelle, à laquelle chacun d'entre nous est tenu d'homme à homme, et il y a la charité politique. La charité politique, elle a pour vocation de défendre le bien commun. Voilà, le critère de discernement de la charité politique, de l'homme politique, c'est le bien commun. Et l'État n'est pas une personne de chair. Voilà, donc on n'a pas exigé de l'État la charité individuelle
que chacun doit en tant que chrétien. Et à ce titre, le bien commun doit nous conduire à avoir un diagnostic sur l'immigration et des choix. D'ailleurs, quand on regarde, et j'ai des textes ici, quand on regarde la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme ou les déclarations des papes, rien n'interdit de réguler l'immigration, de mettre des critères à l'entrée. Il y a même un certain nombre de textes qui expliquent que l'immigré doit reconnaissance et respect de la culture, des lois du pays d'accueil. Enfin, là-dessus, il n'y a absolument pas d'incompatibilité. Et enfin, et ça c'est mon point de vue, après on peut avoir un débat politique là-dessus, je considère aujourd'hui que l'immigration telle qu'elle est menée, dans les proportions où elle est menée, conduit à des effets économiques, sociaux qui ne vont pas, selon moi, dans le sens du bien commun, puisque le multiculturalisme aujourd'hui a des effets délétères, est un terreau de la délinquance, est un terreau du développement de l'islam radical, est un terreau du développement du chômage, et que donc, charité bien ordonnée commençant par soi-même, je dois d'abord la charité à ma famille et à mes compatriotes, et dans ce sens-là, je ne vois pas aujourd'hui ce qui spirituellement m'interdit de développer le discours que je développe. Romain Masneau de RCF. Et quand le pape, par exemple, va sur l'île de Lesbos et ramène à Rome avec lui des familles de migrants qui d'ailleurs sont tous musulmans, est-ce que c'est de la charité individuelle ou de la charité politique ? Je pense que je suis comme beaucoup de chrétiens. Je suis parfois un peu désarçonnée par les initiatives du pape François. D'ailleurs, avec parfois des choses qui pourraient presque paraître contradictoires dans les discours, dans les gestes. Je ne suis pas sûre que le pape, c'est un guide spirituel, je ne suis pas sûre qu'il soit là pour faire de la politique. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le débat sur l'immigration des réfugiés est biaisé en France. Pourquoi ? Parce qu'on nous présente aujourd'hui l'immigration massive qui arrive clandestinement sur le territoire comme principalement des réfugiés politiques, humanitaires, syriens, irakiens. C'est un mensonge, il faut quand même le savoir. L'immense majorité aujourd'hui de ceux qui arrivent, c'est une immigration économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais drames personnels par ailleurs, mais ce ne sont pas des réfugiés de guerre, puisque les Syriens et les Irakiens, c'est moins de 1% des cas. Et qu'aujourd'hui, le droit d'asile est devenu une filière d'immigration clandestine supplémentaire, puisqu'il suffit de rentrer clandestinement sur le territoire, de faire une demande, un dépôt de demande d'asile, pour être automatiquement, avec un titre de séjour, logé, nourri, soigné. À l'issue de cette procédure qui dure parfois jusqu'à 2 ans, près de 70% sont déboutés du droit d'asile. Ça veut dire que près de 70% ne sont pas des réfugiés et sont rentrés de façon indue sur le territoire. Sauf qu'à l'issue, moins de 5% d'entre eux sont véritablement expulsés. Voilà. Donc le phénomène, c'est que, évidemment, ce droit d'asile est dévoyé. Et le souci, c'est qu'il y a aujourd'hui une confusion dans la classe politique. Les gens parlent de migrants, qui est un espèce de terme fourre-tout. On ne sait pas si c'est des immigrés légaux, illégaux, réfugiés, migrants économiques. Et c'est surtout, à mon avis, la panacée qui sert à faire de la moraline, alors qu'en fait, le sujet de fond de l'immigration aujourd'hui, c'est pas la question des réfugiés politiques vraiment, c'est la question du dévoiement du droit d'asile et c'est la question de l'immigration économique qui, à mon avis, doit être traitée beaucoup plus en amont dans les pays d'origine. Mais quand vous dites dans votre slogan le 100% Front National, 0% migrants, ça veut dire que vous n'accueillez aucun migrant, y compris si ce sont des chrétiens d'Orient, par exemple ? Non, ça veut dire que nous voulons revenir à l'esprit originel du droit d'asile. Donc 0% migrants, c'est un slogan, quoi. Oui, bon, c'est le simplisme des slogans. Quoi. Oui, bon, voilà, c'est le simplisme des slogans. Mais enfin, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'esprit initial du droit d'asile, c'est pas le droit collectif d'une population d'un pays en guerre à être accueillie. Parce que sinon, on aurait 250 millions de personnes dans le monde qui seraient éligibles au droit d'asile, sans parler d'ailleurs des conflits régionaux. C'est vraiment un droit individuel qui est lié à des persécutions individuelles. Les chrétiens d'Orient pourraient répondre d'ailleurs précisément à ces critères au regard de ce qu'ils peuvent subir, si tant est qu'ils soient bien sur des territoires dans leur pays concernés par ces persécutions. Parce qu'en fonction aussi de là où vous vous trouvez dans les pays, les choses ne sont pas les mêmes. Donc il y a vraiment un retour à l'esprit du droit d'asile. Et en parallèle de ça, une restriction aujourd'hui de l'immigration légale, principalement l'immigration familiale, qui constitue 60% avec le regroupement familial, l'immigration de travail qui doit être aussi largement réduite, qui est, selon nous, un effet d'aubaine économique, et en parallèle, politique de développement dans les pays d'origine, qui, à mon avis, aujourd'hui est défaillante parce que nos aides sont noyées en fait, dans les aides de l'Union européenne, qu'elles sont mal ciblées, qu'elles sont dispersées et que donc elles sont inefficaces. Et à mon avis, là, il y a vraiment une reconcentration à faire dans les pays francophones sur les questions de santé et d'éducation avec des aides bilatérales, donc françaises, et pas uniquement des aides multilatérales à travers le biais européen qui mènent des politiques qui, à mon avis, selon nous, sont inefficaces.
Une question à un baron de Radio Notre-Dame. Oui, au-delà des grands principes et des grandes idées, est-ce qu'il est techniquement et humainement possible de reconduire chez eux des milliers de personnes ? Il est techniquement possible, il est humainement possible aussi, parce que le problème, si vous voulez, c'est que sous couvert, une fois de plus, de gentillesse, d'humanité, on va créer des situations parfaitement explosives aussi. Mais je suis d'accord avec vous, plutôt que d'avoir à se retrouver face à ces situations de fait qui existent, il faudrait traiter le problème en amont et en fait couper ce qu'on appelle nous les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, c'est-à-dire des incitations sociales, au logement, sanitaire, qui en fait envoient dans le monde entier le signal que si vous arrivez en France, vous serez parfois mieux pris en charge que certains Français. Et donc ça crée évidemment des incitations, et une fois que la personne est rentrée sur le territoire français, c'est beaucoup plus compliqué à gérer derrière. Il va falloir passer par cette étape, mais l'idée c'est de mener plutôt la politique australienne, qui a une vraie politique dissuasive, qui a d'ailleurs entraîné, à mon avis, une chose très positive, qui fait que depuis des mois et des mois maintenant, elle a 0 mort aux abords de ses côtes, puisque le signal a été entendu dans les pays d'origine que s'il venait en Australie, il n'aurait le droit à rien. Résultat, en voulant faire une politique humaniste, l'Union européenne, et en particulier la France, alimente la politique des passeurs, alimente ce trafic des passeurs et entraîne par conséquent des centaines de morts en Méditerranée, parce que l'Union européenne, non seulement incite à venir, mais pire que ça, fait ce travail de passeur, puisqu'elle va chercher les bateaux. Dès qu'elle les trouve, elle les ramène sur les côtes européennes. Résultat, en Libye, vous avez les gardes-côtes libyens qui sont complètement vendus, puisque ce pays est dans le chaos grâce à l'intervention de Nicolas Sarkozy, et vous avez des passeurs qui coulent parfois eux-mêmes les bateaux en envoyant les fusées de détresse. Voilà. Et les bateaux de l'Union européenne font le reste du travail. Une question de Céline Rouden. Oui, pour passer à un autre sujet, vous avez beaucoup progressé au niveau électoral et dans les sondages. On donne Marine Le Pen présente de manière quasiment assurée au second tour de l'élection présidentielle. Et la question est posée d'une forme de plafond de verre qui verrait le FN empêcher de conquérir des exécutifs. On l'a vu au moment des régionales de 2015, où le FN n'a pas réussi à emporter de régions. Comment vous analysez effectivement cette difficulté, et compte tenu d'un mode de scrutin majoritaire qui ne vous est pas forcément favorable, avec quelle majorité allez-vous gouverner si Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle au mois de juin prochain? Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet, parce que force est de constater que le Front National, parce qu'il veut se préserver d'alliances contre nature ou de liens qui l'empêcheraient de mettre sa politique en place, met plus de temps que les autres à arriver aux affaires. Néanmoins, faut relativiser cela, parce que quand on regarde les sondages, les progressions d'élection en élection, le plafond de verre, il y a 20 ans, il était à 10%, et aujourd'hui, on nous explique qu'on a des plafonds de verre à 30%. Moi, je l'ai vécu en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Soi-disant, j'avais aucune réserve de voix au deuxième tour, quand les 8 partis adverses se sont coalisés contre nous, et on gagne 250 000 voix à l'entre-deux tours. Donc, il y a quand même une progression constante qui nous démontre qu'en fait, le plafond de verre, ce faux plafond de verre est rehaussé d'élection en élection, donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas, à un moment donné, le faire exploser à 50%, d'autant plus si nous nous retrouvons face à un candidat de gauche et que, grâce à cela, un certain nombre d'électeurs de droite mécaniquement se reportent vers nous parce que, finalement, ils trouvent en grande partie une réponse à leurs aspirations principales. Donc moi, je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que Marine Le Pen et le Front National a eu raison de ne pas vouloir devenir la béquille des Républicains comme l'est aujourd'hui le Parti communiste avec le Parti socialiste. C'est vrai que c'est plus long, c'est plus compliqué, mais ça a évité de nous associer à la trahison en fait, de la droite française sur tous les sujets, et ça nous permet sur le long terme d'avoir une vraie légitimité et une vraie cohérence. Ce qui n'empêche pas par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, d'identifier des personnalités, que ce soit au local ou au national, avec qui nous pourrions travailler. Et c'est l'esprit en fait de la constitution de ce gouvernement d'union nationale, et c'est l'esprit des passerelles que nous devrions créer pour avoir cette majorité avec d'autres élus, j'imagine en grande partie de la droite. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez parfois un peu désarçonné par le discours du pape. On a parlé déjà des migrants, mais quels sont les autres sujets qui vous désarçonnent ? Non, c'est quand même. Oui, il y a une opposition qui s'organise contre le pape
Est-ce que vous comprenez cette opposition? Je pense qu'il y a une incompréhension. Après, c'est principalement, c'est vrai quand même, la question de l'immigration qui est d'ailleurs omniprésente quasiment, ou en tout cas à travers le prisme des médias français, parce que j'ai aussi peut-être le tort de ne pas revenir aux sources et de peut-être trop lire les choses à travers le prisme des médias français en ce qui concerne la communication du pape François. Et c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être à tort, que ce sujet est quand même extrêmement présent, à défaut d'autre chose. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des symboles difficiles, comme vous parliez tout à l'heure dans l'île de Lesbos, quand il a ramené au Vatican cette famille musulmane, alors qu'il y avait quand même beaucoup de chrétiens sur place. C'est vrai qu'il y a des messages qui sont compliqué à saisir là-dessus. Après, c'est vrai que, je rappelle, on n'est pas tenu non plus d'écouter le pape sur le plan politique. Voilà, c'est un guide spirituel, c'est pas un guide politique. Il n'est pas infaillible dans tous les cas de figure, donc on peut aussi garder la tête froide par rapport à un certain nombre de déclarations, surtout sorties du contexte souvent quand même. La question d'Alain Baron, c'était aussi, est-ce que vous vous retrouvez dans ce pape spirituellement? À certains égards, oui, parce que je trouve qu'il a mis, par exemple, le sujet de l'écologie sur la table, à travers la critique du mondialisme aussi, la critique du libéralisme à certains égards débridée. Il y a des choses quand même très intéressantes. Mais bon, comme beaucoup, je pense, de jeunes catholiques français, c'est vrai que j'ai été un peu désarçonnée par un certain nombre de déclarations ou de symboles qui donnent le sentiment, en fait, qu'au nom d'une charité universelle abstraite, on devrait sacrifier nos communautés naturelles, c'est-à-dire nos communautés familiales et nos communautés nationales. Et donc, ça crée une espèce de dilemme. On en revient tout à l'heure, à mon avis, à la confusion entre la charité politique et la charité individuelle, le fait que l'immigration ne doit pas uniquement être analysée politiquement à l'aune de la morale individuelle. Une dernière question de Romain Masneau. Qu'est-ce que vous avez pensé du document publié à l'automne par les évêques de France sur la politique, avec cette insistance sur les différentes sensibilités religieuses, spirituelles dans notre pays et sur cette mise en garde d'une crispation identitaire possible en France? Alors, je ne vous cache pas que je ne fais pas des déclarations des évêques, ma lecture du soir, même si j'ai évidemment lu cette lettre, parce que je pense que l'Église française, pas dans son intégralité, a une grande partie de responsabilité dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Je prends la question, par exemple, de l'avortement. C'est un sujet intéressant, mais par exemple, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui un vrai combat qui est mené, un débat qui est permis déjà, qui associe d'ailleurs un certain nombre de responsables politiques. En France, aujourd'hui, c'est inenvisageable. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Église catholique a renoncé à mener ce combat. Je pense on est aujourd'hui en train de payer une forme de complexe ecclésiastique parce que, soi-disant, l'Église catholique aurait collaboré, aurait colonisé. Et donc, ça, c'est les grands fantasmes qui font qu'aujourd'hui, cette Église était complexée. Et donc, elle a cherché à s'acheter une respectabilité en donnant parfois des gages au prix, d'ailleurs, des combats importants à mener. Et je crois que cette génération, aujourd'hui, est une génération dépassée, un peu ringarde, et que toute la nouvelle génération ecclésiastique qui arrive est sortie de ce complexe, je l'espère, va se réaffirmer, sortir également du relativisme et permettre précisément qu'on se réempare de ces combats sans gêne particulière. Je le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion Maréchal Le Pen, de cette longue intervention, et c'était très intéressant pour nous. C'est la fin donc de ce Face aux chrétiens. Je dis aux téléspectateurs et aux auditeurs que s'ils l'ont pris en cours, ils peuvent retrouver l'intégralité de l'émission sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO. Bien évidemment, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.